Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Vous l'aurez compris, depuis ce matin, nous sommes à Romans-sur-Isère et nous travaillons à nous interroger successivement avec plein d'invités sur les rapports entre industrialisation et défis soulevés par le changement global à partir donc de cette ville dite moyenne, Romans-sur-Isère. Et pour les 60 prochaines minutes, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités que je salue par avance. Pierre Veltz, professeur émérite à l'École des Ponts Paris-Tech, qui est en ligne. Bonjour Pierre Veltz. Il va me répondre. Je sais qu'il va me répondre. Vous me recevez ? Oui, je vous reçois. Donc bonsoir Pierre Veltz. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également autour de la table, en vrai, en présentiel, comme on dit depuis 3 ans, Christophe Chevalier. Bonsoir, président d'Archer. Bonsoir et bonsoir à Pierre aussi. Et Nadège Gauthier. Christophe. Bonsoir Nadège Gauthier, en charge du secteur cuir à l'agglomération Valence-Romans, puisqu'il y a maintenant une agglomération Valence-Romans et je crois que nous en parlerons. Bonsoir. J'ai une première question qui s'adresse à vous, Pierre Veltz. Dans votre livre France Territoire d'Avenir, édité aux éditions de l'Aube en 2019, vous disiez que notre vieux pays est en pleine réinvention dans la diversité foisonnante de ses territoires. Est-ce que la parenthèse Covid n'a pas freiné cet élan ou peut-être l'a-t-elle accéléré ? Moi, je pense qu'elle l'a plutôt accéléré. Le constat que je faisais dans ce livre, mais que beaucoup de gens ont fait, c'est que je pense qu'il y a un grand contraste entre la morosité qu'on a au niveau national. Quand on écoute les médias nationaux, on a l'impression que tout va mal, qu'il se passe pas grand-chose, alors qu'en fait, dès qu'on va sur les territoires, on voit qu'il y a un extraordinaire foisonnement. Le mot extraordinaire est pas exagéré. Il y a vraiment un foisonnement d'initiatives en tout genre. Bon, Roman est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je pense que le Covid a plutôt... Oui. Vous pensez que le Covid a plutôt accéléré ce foisonnement ? Le Covid a évidemment un peu freiné peut-être à un certain moment parce que ça devenait difficile mais je pense que ça a plutôt accéléré, quoi. Il y a cette idée que il faut se prendre en main et voilà. Et je pense que j'ai pas le sentiment que le Covid est en tout cas détruit cet élan, au contraire. Peut-être qu'on s'est rendu compte, notamment dans ces 8 premières semaines où nous étions chacun chez nous, qu'il manquait pas mal de choses en France. Je voudrais revenir avec vous sur cette question de territoire, parce qu'on soit bien d'accord sur ce mot-là. Donc, vous entendez ce qui se passe entre les aires métropolitaines, vous appelez ça les territoires ? La question s'adresse à moi toujours. Oui, à vous toujours. Oui, moi, il n'y a pas de bonne échelle. Il se passe des choses à toutes les échelles, quoi, qui sont intéressantes. Ça peut être un village. Moi, volontairement, je laisse le mot territoire dans un vague de définition. Les périmètres, c'est pas la bonne façon de faire. Parfois c'est un village, parfois c'est une ville moyenne. Il se passe aussi plein de choses intéressantes dans les métropoles, quand on va dans les quartiers. Là, maintenant, je suis plutôt dans le sud. Je vois une ville comme Marseille. Bon, il y a des gros problèmes, mais où il se passe aussi énormément de choses à des tas de niveaux. Donc, je crois qu'il faut laisser le mot territoire. Il faut le laisser très ouvert, quoi. C'est pas les territoires opposés aux métropoles. C'est vraiment l'ensemble des territoires. C'est toujours au fond des milieux de vie vivants où les gens qui définissent un territoire, c'est l'appartenance et surtout la coopération entre les acteurs. C'est ça qui définit un territoire. Oui, je vous remercie, mais on parlera de cette question de la coopération parce que c'est une des choses dont vous parlez dans ce titre en particulier. Christophe Chevalier, vous avez créé l'association Archer en 1987 et je reviens un tout petit peu en arrière. En 1980, Romans vivait de l'industrie de la chaussure. En quelques années, les difficultés financières, les rachats par des fonds d'investissement, les délocalisations massives s'additionnent et tout a disparu. Assez brutalement, très brutalement. Et quand je dis dans ce tout,
j'aime bien définir la question du tout, c'est les entreprises de chaussures, les tanneurs, les fabricants de composants, les tresseuses à domicile, les gens qui fabriquaient les boucles de ceinture. Ça a provoqué donc un chômage absolument massif et peut-être une dépression dans tous les sens du terme massive et une pauvreté forcément qui va avec cette question du chômage. Est-ce que c'est ce constat-là qui a motivé votre désir de fonder d'abord cette structure qui était associative ? Alors déjà, une petite précision, c'est pas moi le fondateur d'Archer. J'étais là dès le départ, j'en ai pris la direction 3-4 ans après sa fondation, mais c'est l'occasion de saluer Georges Tordeau, qui est plus de notre monde, mais qui a créé la structure. Vraiment, la création de la structure, ça répondait à des difficultés économiques, un taux de chômage extrêmement élevé, une pauvreté très forte, dans un moment où on ne s'en rappelle plus, mais le filet social, il n'était pas aussi élaboré qu'il est aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il est suffisant aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas de RMI, il n'y avait pas de RSA, et on avait affaire à des personnes qui avaient les pires difficultés à se nourrir, à s'habiller. On ne parlait même pas de se soigner, qui avaient des difficultés à rester dans un logement ou à accéder dans un logement. Et donc, face à ça... Vous vous rappelez le taux de chômage ? Non, parce que je pense qu'il n'était pas publiable. Je pense qu'il était... on a eu des études, il était majoritaire dans les quartiers dits difficiles, mais à Romans, c'était le centre-ville, c'était le quartier, l'ex-quartier ZUP. Donc je pense que le taux était énorme et on l'englobait dans tout le nord de la Drôme pour pouvoir faire un taux qui était juste peut-être le double de la moyenne régionale ou quelque chose comme ça. Et face à ça, parce que c'est un tsunami, c'était un truc incroyable, face à ça, il y avait plein d'organisations qui essayaient d'aider, de faire face, les bureaux d'aide sociale des collectivités, des travailleurs sociaux, mais aussi des associations caritatives. Et donc le projet d'Archer, à l'époque, c'était de réunir dans une seule dynamique, voire dans un seul lieu, l'ensemble des organisations qui venaient en aide pour être plus efficaces et pour faire en sorte qu'on soit plus simplement dans une situation défensive, mais qu'on pense à cette question de quel emploi pour demain, comment on peut accompagner des gens dans les nouveaux emplois, etc. C'était ça le projet Archer. Et pour nous, on s'est considéré un petit peu, on ne disait pas ça, mais on se sentait le SAMU social de Romans. Et c'est une période qui a duré à peu près 5 ans, puisque au moment où le RMI est arrivé, avec la loi E20, 89 il me semble, mise en place en 90, on a, avec le département de la Drôme, mis en place le RMI au départ dans la Drôme et après on l'a géré sur la zone de Romans. Et quand on a pensé que l'État avait vraiment décidé, ou la puissance publique plutôt avait décidé de prendre en charge cette première secours nécessaire, on s'est dit c'est plutôt à eux de le faire et nous on voulait être une entreprise privée. C'était ça pour nous la valeur ajoutée qu'on pouvait amener. Et donc on est rentré dans une deuxième phase de développement qui était plutôt d'amener des outils d'insertion par l'activité économique au territoire. Donc au départ, c'est une structure de solidarité, en fait, qui vient pallier un déficit finalement de l'action publique face à ce tsunami dont vous parlez, qui s'est déroulé ici à Romans et qui s'est déroulé dans d'autres endroits en France où des activités entières de villes orientées vers une mono-industrie se sont effondrées. Et ensuite, vous transformez, quand je dis vous, c'est plusieurs acteurs, vous transformez cette affaire et donc vous sortez du système associatif pour rentrer dans un système entrepreneurial. Oui, ça s'est fait en 2 temps d'ailleurs. D'abord, vous avez raison de préciser que le on et le nous, c'est bien des tas d'organisations, des tas d'entreprises. Mais dans un premier temps, on a organisé, notamment par rapport aux activités d'insertion par l'activité économique, des filiales de notre association. Donc on a créé des sociétés en 92, ce qui dans le milieu associatif était assez rare, mais parce qu'on pensait à l'époque que les outils de l'entreprise pouvaient servir l'intérêt général. Et donc on avait voulu s'organiser comme ça. Et petit à petit, quand on est passé de l'insertion au développement économique et qu'on s'est dit mais finalement ce qui manque, c'est pas simplement
des gens des personnes qui accompagnent les transitions en formant des chômeurs, mais plutôt des nouveaux emplois. Quand on s'est dit ça, là, on a transformé notre entreprise et on a proposé à toutes les personnes qui nous aidaient, qui voulaient travailler avec nous, de rentrer dans le capital. Et Archer, pour nous, c'est une entreprise de territoire parce qu'elle appartient à 130 actionnaires, dont une centaine des personnes physiques qui sont sur le territoire. Et c'est une entreprise de territoire aussi parce que si jamais on crée de la richesse, ça reste au territoire, ça ne peut pas partir. Donc ça a été vraiment en 2 phases, les outils de l'entreprise un peu classique et après une entreprise de territoire, une entreprise qui appartient au territoire. Elle a quelle forme ? C'est une SCOP ? C'est une SAS qui a été construite par l'Union régionale des SCOP. Donc ça ressemble plutôt à une SIC. À l'époque, les SIC, ça ne nous satisfaisait pas. Aujourd'hui, je pense que si on le refaisait, on le ferait en SIC. L'avantage de la SAS, c'est que ça nous a permis plus de souplesse pour écrire des statuts par rapport à une SA. Donc voilà, c'est une SAS, mais c'est un homme, une voix. On ne distribue pas de dividendes ou alors c'est calé au livret A. En fait, on ne distribue jamais on nous en demande. Donc voilà, c'est très proche d'un fonctionnement. Alors, il y avait aussi le petit pari de montrer qu'avec des outils qui existaient, on pouvait s'en servir pour faire une économie autrement, quoi. Je vous remercie. Nadège Gauthier, vous êtes, je le disais tout à l'heure, en charge du secteur cuir au sein de la mission développement économique de Valence Romand Agglo. Donc le secteur cuir, c'est une affaire très sérieuse ici. Ah oui, c'est une image locale et industrielle forte valeur ajoutée aussi. C'est une histoire. Mais alors, pour recentrer un petit peu sur Valence Romand Agglo, donc ce sont 54 communes. Notre service du développement économique accompagne tout type d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille, quel que soit le sujet, dans ces projets d'implantation, développement, réflexion, quelle qu'elle soit. Et bien sûr, ça se fait toujours en partenariat avec d'autres institutionnels, d'autres partenaires. Ça peut être Archer sur certains sujets, ça peut être des plateformes d'initiatives locales, les chambres consulaires. Pour nous, la force de notre territoire, c'est cet écosystème local. On se connaît bien, on travaille plutôt bien ensemble, même si les chargés de mission changent, c'est la vie aussi. Moi, je suis arrivée, par exemple, sur le secteur cuir-chaussures très récemment, même si j'ai toujours eu une petite appétence sur le sujet. Mais voilà, on se connaît bien, donc on pense pouvoir accompagner les entreprises sur n'importe quel sujet, les orienter au mieux pour que les responsables d'entreprise restent focus sur leur métier, gagnent du temps et de l'efficacité, et notre sujet, c'est d'être à leur côté. Et la question du cuir, c'est vraiment rattaché à la question du cuir, de la chaussure, évidemment au sens un peu plus large, attaché à Romand. C'est moins une histoire de Valence. Et ce n'est pas grave, c'est juste si je regarde l'histoire. Et donc à Valence, puisque là on parle de l'agglo Romand-Valence, sur la question à la fois entrepreneuriale, économique, industrielle, quels sont les segments, les secteurs, les champs sur lesquels et qui apportent donc une diversité en fait à ce territoire. Il y a le cuir dont on parlait, mais voilà, à Valence, il se passe quoi ? Alors Valence, évidemment, c'est une ville attractive puisque c'est la ville préfecture de la Drôme. Donc il y a effectivement pas mal d'administration, de services publics, l'hôpital également de Valence, mais il y a aussi tout le secteur de l'aéronautique. Il y a beaucoup d'activités de sous-traitance en aéronautique. De mécanique de précision également. Alors si je m'écarte un tout petit peu de Valence, à Bourg-les-Valence, il y a la filière de l'image animée qui est assez reconnue également, avec notamment le site de la cartoucherie. On est plutôt sur des grandes entreprises et des grands groupes aussi, même si globalement notre territoire est composé à 80%, voire un peu plus de PME, TPE. On a effectivement beaucoup de sièges sociaux qui sont situés à Valence. Mais sur des secteurs d'activité, on va dire, plus diversifiés que sur Romand, qui a eu effectivement une focale cuir-chaussures un peu plus forte. Un peu plus forte. Et il y a l'agriculture aussi, j'imagine, sur ce territoire. Oui, puisque la Drôme est le premier ou un des premiers départements d'agriculture bio. Effectivement, on est sur un secteur géographique urbain
périurbain et même voire rural assez important. Donc effectivement, plusieurs regroupements d'agriculteurs se font petit à petit justement pour transformer l'agriculture locale. Valence Roman Agglo a même mis en place un programme alimentaire de territoire, ce qu'on appelle la PAT, qui vise à mieux nourrir les populations et à accompagner les agriculteurs évidemment. Je vous remercie. Pierre Velst, on l'entend, le discours politique sur la réindustrialisation et la relocalisation a changé depuis les années 2010. Des actions se sont même engagées. Je pense par exemple au lancement du programme Territoire d'industrie en 2018. Est-ce que vous y avez vu, en tout cas cette période, d'autres signaux justement d'un État qui voulait se réengager pour ce secteur, pour l'industrie en France ? Je crois qu'il y a eu effectivement au niveau national un changement assez important dans l'état d'esprit des gouvernants, mais aussi peut-être même de l'opinion publique. On va pas refaire toute l'historique, mais on a connu quand même en France une séquence de désindustrialisation assez massive qui avait été au fond pour beaucoup de gens elle était naturelle. Vous savez, on parlait beaucoup de sociétés post-industrielles, même certains de nos économistes les plus réputés parlaient de sociétés post-industrielles, au fond, avec l'idée que l'industrie c'était du passé, que maintenant on était dans des services, on était passé des cols bleus aux cols blancs, etc. Bon, je crois que ça a été une erreur stratégique. C'était aussi l'idée où on disait on peut faire de l'industrie fabless, sans usine. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience, notamment avec le Covid, de la situation de dépendance où ça nous mettait au plan international. On a vu ça de manière un peu caricaturale, avec les masques, avec tout ça. Bon, mais donc il y a eu, je pense, au niveau du gouvernement, au niveau national, quand même une réorientation que moi j'estime globalement positive, qui est de dire non, l'industrie c'est extrêmement important, y compris pour les pays développés. C'est pas du tout un truc qui est destiné à rester éternellement en Chine ou au Vietnam ou je sais pas où. On a besoin d'industrie parce que c'est ça qui produit de la valeur ajoutée. Que l'expérience montre que les pays industriels qui sont restés industrialisés se portent plutôt mieux. Bon, voilà. Alors après, on a devant nous quand même des très grands défis. Cette industrie, elle a fait beaucoup de dégâts environnementaux, etc. Ce qui fait que d'ailleurs, pour beaucoup de gens, elle est un peu l'idée même d'industrie est antinomique de l'idée d'écologie. Moi, personnellement, je le pense pas, mais ça veut dire qu'il faut que l'industrie aussi va se transformer. Elle on parle beaucoup d'industrie verte en ce moment. On pourrait revenir peut-être sur la définition qui me paraît pas toujours très claire dans les actions actuelles du gouvernement, mais voilà. Je pense. Et alors après, il y a aussi parfois on a tendance à opposer une vision très localiste. Certains pensent qu'il faut vraiment, et c'est très bien, avoir des circuits le plus courts possible, refaire du Made in France chaque fois qu'on le peut, etc. Et puis ceux qui ont une vision plus large, plus internationale, en disant bon, on ne pourra pas tout faire localement, il faut qu'on regagne aussi, qu'on reste dans des interdépendances à plus grande échelle. Je crois que l'un n'est pas exclusif de l'autre, quoi. Il faut jouer sur tous les tableaux. Oui. Bon, ce que je trouve passionnant. Allez-y. Non, ce que je trouve passionnant dans l'expérience de roman Valence, c'est cette idée d'entreprise de territoire, qui est finalement une série d'acteurs qui essaient de gérer globalement une forme de réindustrialisation. Mais en même temps, je pense que Christophe sera d'accord avec moi, ça peut pas faire la totalité de l'économie. Il y a forcément aussi, c'est très bien, des grandes firmes avec des réseaux nationaux ou internationaux. Enfin, il faut tout ça doit pouvoir fonctionner ensemble. Moi, je suis toujours opposé à ces visions un peu manichéennes qui essaient de prôner un modèle unique.
Oui, je vous remercie. J'attire juste votre attention sur le fait que votre micro frotte, je ne sais pas si c'est votre veste ou votre barbe, je n'en sais rien. Ah, pardon, non, j'ai pas. On vous entend un peu moins clairement et c'est dommage. J'ai pas de barbe. Ah ouais, je plaisante, je ne sais pas. Je ne sais, mais c'est Oui, possible. vous avez raison de C'eût me été dire, je sais pas, possible. je tiens dans la main, on va faire mieux. Voilà. Je vais laisser justement Christophe Chevalier rebondir et peut-être nous apporter un point d'éclairage sur le fait, parce qu'on parle d'industrialisation, réindustrialisation, et puis on a tous en tête, parce qu'on lit tous beaucoup autour de cette table, l'époque de l'industrie où finalement on se raconte une histoire a posteriori où tout le monde était heureux dans les usines, etc., etc. Bon, on va pas se cacher derrière son petit doigt, on sait que tout ça n'était pas totalement facile, hein, même voire très difficile. Donc l'industrie aujourd'hui, ou l'entreprise, on va appeler ça comme ça, aujourd'hui et hier, c'est différent. Les conditions de travail sont différentes, les droits des travailleurs sont différents, et les conditions elles-mêmes, sanitaires, etc., sont différentes. Christophe Chevalier, est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage, parce que vous avez l'air d'avoir connu le roman de la mono-industrie et le roman d'aujourd'hui, finalement. Oui, je ne sais pas, mais quelle analyse on peut en faire. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que les entreprises qui sont parties, et notamment de la chaussure, elles avaient industrialisé les process de telle manière que, par exemple, sur une ligne de montage, il y avait 40 personnes et qu'il n'y avait plus personne qui savait vraiment faire une chaussure, que les personnes faisaient... il y a une centaine d'opérations pour faire une chaussure. Ils faisaient 2 ou 3 opérations. Et d'ailleurs, nous, quand on a essayé de relancer une activité à Romans, on s'est aperçu que, en fait, la plupart des gens ne savaient plus faire de chaussures, et on a été obligé de débaucher des retraités, dont le plus vieux avait 80 ans, qui avaient connu une manière plus artisanale de faire des chaussures, et qui ont formé les meilleurs ouvriers du monde, puisque c'était les gens de Romans, pour qu'ils fassent non pas simplement 3 opérations, mais 20 ou 25 opérations. Et il me semble que derrière ça, on a donné un sens différent à la question de l'industrie. Moi, je ne dis pas l'industrie, je dis l'artisanat industriel, parce que, en gros, c'est très artisanal, mais on a besoin de machines industrielles pour aller plus vite. On fait une chaussure, un bottier, il met 8 heures, 10 heures, et nous, on doit mettre 2 heures. Et donc, on a besoin de machines, mais en même temps, ils sont que 4 pour faire une chaussure entière. Donc il me semble que ça valorise et ça met des contraintes un peu différentes pour les gens qui sont sur une machine. Il me semble que quand vous faites 3 opérations, vous êtes un ouvrier un peu à la chaîne, et quand vous montez une chaussure et vous faites 25 opérations, vous êtes vraiment un monteur. Voilà, c'est en tout cas l'idée qu'on a. C'est un peu différent, mais... C'est un peu compliqué, votre question. Non, compliqué ma question, je suis désolée. Ça me perturbe, ça, cette remarque. Non, mais revenons à cette histoire de Romans et de la chaussure, enfin de ce passage. Tout à l'heure, on a parlé d'une forme de dépression dans ce temps post-années 80. Mais est-ce qu'à Romans, les gens qui avaient vécu des temps heureux, entre guillemets, autour de la chaussure, qui ont connu cette période difficile, est-ce qu'ils avaient envie de refaire des chaussures ? Est-ce qu'en fait, on avait envie de ça ici ? Tout à l'heure, on recevait la directrice d'un centre de formation qui disait qu'elle avait eu beaucoup de mal à recruter des élèves, hein, ou en tout cas des élèves, autour de la question de la chaussure, que c'était en train de revenir, hein, ça revenait bien même, et notamment autour des questions de réparation, de recyclage, etc. Mais qu'il y a eu un moment où les gens de cette ville, et peut-être les plus jeunes, avaient tourné le dos un peu à cette histoire. Oui, mais moi je crois qu'il y a eu plusieurs phases. En fait, quand il y a eu le tsunami, il y avait des milliers de personnes qui étaient orphelins de la chaussure. Et puis la chaussure, c'était pas simplement une activité, c'était une fierté, quoi. On avait les marques de Romans qui étaient dans toutes les grandes avenues du monde, dans toutes les capitales, et donc c'était une vraie fierté pour les personnes. Après, sur la question de l'industrialisation, je voulais revenir un petit peu sur une bricole, parce que, en fait, ce qui m'a semblé, moi, c'est que quand les politiques publiques se sont intéressées à la relance de la chaussure, parce que ça faisait énormément d'émotions quand il y avait une entreprise qui fermait
qui fermaient et qu'il y avait des centaines de personnes qui se retrouvaient sans emploi, et surtout avec des marques prestigieuses. Et plus les marques étaient prestigieuses, plus il y avait de ministres qui venaient sauver la chaussure à Romans. Et en gros, ils mettaient de l'argent pour rester dans le même système industriel. Et moi, je m'étais aperçu au bout d'un moment qu'ils pouvaient bien mettre l'argent qu'ils voulaient. Cette industrie-là, cette manière de travailler, elle semblait plus viable en France. Et du coup, effectivement, nous, on a pensé que tous ces gens qui étaient très très forts, qui avaient beaucoup d'argent, quand ils relançaient la chaussure sur ces modèles, ça ne marchait pas, ben nous, on y arriverait encore moins bien parce qu'on était mauvais, on ne connaissait pas la chaussure et on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc, on a été obligé d'inventer quelque chose d'autre, un modèle où, globalement, c'était de l'artisanat, c'était un petit atelier agile qui est capable de s'adapter aux personnes et au marché, donc de changer très vite, des petites collections, etc., avec l'idée qu'on s'en sortirait si, d'une part, il y avait plein de petits ateliers agiles, parce que quand vous êtes tout petit, vous n'êtes pas capable d'acheter des boîtes de chaussures, d'aller dans les salons. Et d'autre part, si on était capable d'être en relation le plus directe possible avec nos clients, parce que nous, on pensait que la valeur ajoutée, en fait, c'était jamais dans le chausseur, c'était jamais dans le magasin, mais c'était dans les intermédiaires, et que si on voulait trouver un modèle économique, eh ben, il fallait directement aller voir le client. Et je pense que pour beaucoup, on a représenté la relance de la chaussure, c'est très positif. Il y a plein de gens qui ont voulu participer, y compris financièrement, à l'aventure. Mais pour certains Romanais, c'était pas bien parce que c'était pas l'industrie du luxe, c'était pas les grandes usines qu'on avait connues. Donc voilà, c'est pour dire que cette question, effectivement, elle était comme ça. Et je crois que petit à petit, avec les générations de la chaussure qui sont parties à la retraite, qui ont été reclassées, on a peut-être perdu de l'appétence avec la chaussure. Et là, c'est depuis, effectivement, j'allais dire la mode ou la prise de conscience du Made in France, des circuits courts, que cette question de la chaussure, de la petite maroquinerie, elle revient. Et on voit arriver dans nos ateliers des jeunes qui sont intéressés. Et c'est assez récent, en fait. Oui, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Nadège Gauthier, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Christophe Chevalier ? Oui, complètement. Et même, j'ajouterais, par rapport à ce que disait Christophe, c'est que, alors, je ne suis pas romanaise d'origine, donc je n'ai pas connu l'histoire comme Christophe ou d'autres personnes l'ont connue. Par contre, bon, j'ai lu pas mal de choses, je me suis beaucoup intéressée, j'ai rencontré beaucoup de gens aussi qui m'ont expliqué toute cette histoire. La mono-industrie a quand même façonné alors, notre histoire locale, du point de vue de la chaussure et du cuir, mais aussi du point de vue de l'industrie au sens large. Aujourd'hui, c'est quand même l'ADN de notre territoire d'être encore un territoire industriel. Alors certes, il y a eu le déclin de la chaussure, mais Christophe a cité le mot que j'avais en tête, c'est l'agilité, parce qu'on a connu aussi, a posteriori, une diversification de l'industrie locale. Au-delà de la chaussure, il y a d'autres typologies d'industries qui se sont créées ou développées. Aujourd'hui, l'emploi salarié sur notre territoire, c'est 20% d'emplois industriels. Là où la moyenne régionale est de 14%, là où la moyenne nationale doit être 10-11%. Donc on est véritablement un territoire industriel. Et on voit bien que l'industrie de la chaussure, même si elle n'est plus de la même facture, en tout cas, la qualité, le savoir-faire, ils sont encore, et elle continue à se développer différemment sur un autre chemin, mais elle se développe. Donc nous restons un territoire industriel et un territoire de chaussures, même s'il a changé. Même s'il a changé dans ce que vous disiez, Christophe Chevalier, dans la manière de faire, finalement, Exactement. ce qui ne fonctionnait plus. Voilà, vous êtes un territoire de réinvention, en fait. C'est ça qu'on dit. C'est ça. Bon, on va faire une petite pause musicale et ensuite nous reprenons cette conversation. Merci beaucoup.
Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes. Nous sommes de retour sur le plateau de Radio Anthropocène avec 3 invités, Pierre Vels, Christophe Chevalier et Nadège Gauthier. Pour cette seconde partie, j'ai une question pour vous, Nadège Gauthier. De manière générale, une entreprise choisit de se localiser sur le territoire pour des raisons de disponibilité foncière. Et puis il faut également de la main-d'œuvre, il faut de l'énergie, il faut également de la fluidité en termes de transport et encore beaucoup d'autres choses, bien sûr, mais il faut quand même ces éléments-là. Et est-ce que vous pourriez dire que le territoire de Valence-Romand-Agglo dispose de ces conditions, disponibilité foncière, énergie, main-d'œuvre dédié d'ailleurs à des secteurs divers et variés, et puis cette question des mobilités, puisqu'on le voit bien, le territoire est... la densité, je n'ai pas fait le calcul de densité, mais on voit bien qu'il est quand même relativement étalé, donc les gens ont besoin de se déplacer pour aller travailler en particulier. Alors, en tout cas, on y travaille. Ça fait partie justement de nos missions. Alors oui, pour essayer de reprendre dans l'ordre ce que vous avez cité, donc il y a des disponibilités foncières et immobilières sur notre territoire. Nous avons aménagé un certain nombre de parcs d'activités économiques entre Romans, Valence et les communes périurbaines. Comme vous le savez cependant, le foncier se raréfie. Donc nous avons une stratégie foncière au niveau de l'agglo qui est que malheureusement on ne peut pas accéder à toutes les sollicitations de toutes les entreprises. Donc on va regarder plusieurs choses. Le coefficient de densification, c'est-à-dire qu'on ne vendra plus des très grands terrains pour des très petites constructions. Je force un peu le trait, mais on sera vigilant au projet, à son insertion environnementale, à la création d'emplois, bien entendu. Et puis, effectivement, on va cibler certains secteurs en priorité, même si on veut rester quand même généraliste. Donc ça, c'est pour la partie des parcs d'activité. Et on a aussi, dans cette stratégie foncière, établi un certain nombre de règles, si je puis dire. C'est qu'on évite l'étalement, c'est-à-dire que toute activité qui peut se situer en centre urbain, en centre-ville, on va l'orienter plus fortement vers le centre-ville. Et de plus en plus, on mène des opérations en collaboration avec la commune, mais avec des opérateurs, des investisseurs, des promoteurs, des agences immobilières. Dans les centres-villes, typiquement, le tertiaire, c'est vrai qu'on a eu tendance par le passé, nous, mais d'autres aussi, à s'étaler. Aujourd'hui, on veut vraiment remettre toutes ces activités-là en cœur de ville, puisque, évidemment, nos territoires qui sont plus petits que d'autres territoires voisins, ont besoin de centres-villes qui soient forts et attractifs. Concernant la main-d'œuvre, effectivement, on travaille avec les organismes de formation. Et justement, à Valence, on collabore beaucoup avec l'université Grenoble-Alpes. C'est la première université déconcentrée de France, avec de très nombreuses formations, 150 environ universitaires, mais aussi autres, c'est-à-dire des BTS, donc des formations post-bac. Un CFAI également qui est à Lotagne. Et pour nous, c'est très important qu'il y ait ces formations-là, puisque quand les entreprises s'installent, effectivement, vous le disiez, elles recherchent un lieu, du foncier, de l'immobilier et de la main-d'œuvre et des compétences. Et donc ces compétences-là, on les développe sur le territoire, soit sur des secteurs particuliers. L'AFPA Romand est spécialisé en plus dans le secteur du cuir et de la chaussure, le lycée du Dauphiné aussi, et puis d'autres formations plus généralistes. Et comme je vous le disais tout à l'heure en première partie, un écosystème aussi, des partenaires qui collaborent, qui travaillent ensemble. On pense quand même qu'on connaît bien notre territoire. Il y a des clubs d'entreprises qui sont là aussi pour créer du collectif. Et c'est ça aussi qu'on apporte aux entreprises locales ou exogènes qui viendraient s'installer sur notre territoire. Christophe Chevalier, peut-être, vous voulez rebondir là-dessus, sur ces questions
parce que je pensais à vos pépinières de comment vous dites de start-up du territoire. Donc tout ça, comment dire, est en lien avec des choses aussi extrêmement matérielles, pragmatiques. Les énergies sont à tous les étages et il faut cette disponibilité foncière, il faut cette main d'œuvre et il faut ces questions de mobilité et d'énergie, bien sûr, pour faire fonctionner les entreprises et produire ce qu'il y a à produire. Est-ce que là aussi, ce territoire de Romans, là peut-être, mais Romans-Valence, comme bon vous le semble, vous paraît juste par rapport à ce territoire que finalement vous contribuez à rendre plus dynamique? Tout à l'heure, vous avez demandé à Pierre qu'est-ce que c'était un territoire. Oui. Et moi, ça me fait penser aux villes moyennes. Et Nadège disait on se connaît. Et moi, je crois qu'un territoire, c'est un endroit où on se connaît. Et ça fait partie de l'attractivité. Moi, je crois que à situation de chômage égale, à situation de pauvreté égale, un territoire où les gens ne se parlent pas est beaucoup moins résilient qu'un territoire où les gens se parlent, coopèrent, travaillent ensemble. En tout cas, moi, c'est plutôt dans le deuxième territoire que j'ai envie de vivre. Je vous remercie, Pierre Vels. Et d'ailleurs, ça fait le pont avec la question que j'adresse à Pierre Vels, mais à laquelle, Christophe Joly, vous pourrez tout à fait répondre, comme Nadège Gauthier d'ailleurs. Pierre Vels, vous insistez aussi donc, dans l'ouvrage dont je veux parler, sur la question des complémentarités et des nécessaires alliances entre les territoires et qui sont, selon vous, encore largement inexplorées. Et Pierre Vels, à quoi pensez-vous en termes d'alliances à explorer et que d'autres explorent peut-être déjà, bien sûr? Avant de répondre à ça, parce que je voudrais enfoncer un peu le clou là, que vient de planter Christophe. Je pense que ça, c'est vraiment absolument fondamental. C'est pour ça, moi, je définissais carrément le territoire comme l'espace de coopération. Quand il n'y a pas de coopération, il n'y a pas vraiment de territoire. Il y a une étude, moi, que je cite souvent, qui a été faite par des économistes très sérieux. Alors, ils ont regardé des tas de paramètres, ils ont fait des études économétriques, des régressions, tout ça, pour voir, qui expliquaient que certains territoires avaient une bonne dynamique, créaient de l'emploi, fonctionnaient bien, alors que d'autres territoires qui apparemment ont autant d'atouts, voire davantage, atouts objectifs, entre guillemets, s'enfonçaient plutôt dans la dépression. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'étude ne montre rien, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation visible entre des facteurs objectifs et le dynamisme du territoire. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est pour dire qu'au fond, c'est ce qui explique les choses, c'est la variable cachée. Et la variable cachée, c'est ce que disait Christophe à l'instant, c'est-à-dire est-ce que en général il y a du leadership, d'une part. Et puis, est-ce que les gens coopèrent, travaillent ensemble, etc. Ça, c'est vrai à l'intérieur des entreprises. Je pense que Christophe évoquait tout à l'heure ce modèle taylorien qui, je crois, est totalement dépassé, qui a contribué à dégoûter un petit peu une partie des Français, pas seulement des Français d'ailleurs de l'industrie. On peut travailler autrement, on peut travailler de manière plus coopérative, et les entreprises qui marchent sont aussi des entreprises qui sont capables de travailler de manière coopérative, et par extension, la même chose pour les territoires. Alors après, à votre question, effectivement, il y a parfois un petit risque de localisme, quoi. C'est-à-dire que le local, c'est très bien, à condition qu'il ne soit pas refermé sur lui-même. Moi, je suis parfois un peu inquiet quand j'entends des discours très localistes, justement, voilà, où on voudrait à la limite arriver à quasi-autarcie du territoire, on voudrait se nourrir uniquement avec qui est à proximité, etc. Ça, je pense que ça, d'abord, ça marchera pas. Et puis, je pense que c'est d'ailleurs aussi une des caractéristiques de l'approche des romans, c'est que les startups de territoire, tout ça, c'est un réseau. Et donc, il faut d'abord on apprend des autres, on apprend d'autres territoires, et puis il y a des complémentarités évidentes. On est un pays qui est, d'ailleurs, c'est vrai au niveau du pays, mais aussi de l'Europe, beaucoup plus intégré, beaucoup plus interdépendant que ce qu'on imagine en départ. On a besoin vraiment les uns des autres à une échelle qui ne peut pas être simplement l'échelle locale. Voilà. Peut-être une dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que on est aussi le pays, je rebondis sur la question du recrutement.
on est dans les enquêtes montrent qu'on est le pays d'Europe et peut-être un des pays du monde qui a l'image la plus négative de l'industrie. Alors, il y a sûrement des bonnes raisons pour ça. Quelle est l'image la plus négative de... Excusez-moi, j'ai mal entendu. De l'industrie. De l'industrie. C'est-à-dire le mot industrie, quand on regarde les enquêtes, reste connoté très négativement, en particulier dans les régions qui ont connu des crises industrielles majeures, quoi. Les gens se disent, bon, bah, ça, on ne veut pas retomber là-dedans. Je fais référence à la question que vous posiez tout à l'heure sur est-ce qu'au fond, les gens ont vraiment envie de revenir dans la chaussure. C'est peut-être la faute à Zola. Je vous rappelle qu'on a un grand auteur. C'est peut-être la faute à Voltaire, je n'en sais rien, mais c'est peut-être ça. Ouais, mais et un mode de management qui a été, vous savez, on a pratiqué en France un taylorisme un peu bas de gamme, hein, souvent. C'est-à-dire qu'on a vraiment importé ces méthodes américaines au départ, en les appliquant de manière brutale. Donc c'est vrai que, notamment dans les usines, il y avait beaucoup de femmes, et souvent très répulsif comme condition de travail. C'est en train de changer, alors, mais il faut que ça change. Si ça change pas, ça ira pas. Et puis, donc, aujourd'hui, la question du recrutement est difficile. Et elle est aussi liée à un point qui est pour moi absolument évidemment essentiel, qui est la conversion écologique de tout ça. Et on voit ce que recherchent les jeunes aujourd'hui. C'est, bon, ils recherchent de l'autonomie. Ils n'ont plus envie de travailler comme travaillaient leurs parents ou leurs grands-parents. Mais ils veulent aussi du sens. Et je crois que si on n'est pas capable de retrouver des activités avec du sens, y compris des activités industrielles, par exemple, c'est sûr que des activités de recyclage, des activités qui vont dans le sens d'une écologisation de l'industrie, vont trouver beaucoup plus facilement des salariés, des gens pour s'impliquer que les industries je dirais, qui n'ont pas compris ce virage-là. Là, je crois que c'est absolument fondamental. Le résultat, c'est quand même qu'on a une grande crise de recrutement. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui à Valence-Roman. Moi, je travaille beaucoup en ce moment dans le bassin minier du Pas-de-Calais, où il y a un tas de nouvelles entreprises là, qui s'implantent, tout ça. Le grand sujet, c'est où est-ce qu'on va trouver des gens pour travailler, parce que aujourd'hui, il n'y a pas la main-d'œuvre se presse pas parce qu'on a créé une image extrêmement négative. Oui, et puis dans tout ce que et je vais laisser nos autres invités réagir à tout ce que vous avez dit, parce que c'est extrêmement riche. Et puis il y a aussi effectivement la question de la place du travail qui n'a pas fini d'être débattue, qui a été peut-être un peu écourtée en termes de débat. Je pense aux réflexions de Dominique Méda en particulier, la place du travail dans la vie des gens et des jeunes en particulier, et ça va ensemble. Bien sûr, et que ça ne concerne pas que le territoire, évidemment, de Romans et de Valence, mais tentons d'élargir. Non, c'est général. Oui, tout à fait. Ouais. Peut-être voulez-vous réagir l'un ou l'autre. Christophe Chevalier. Moi, je suis un praticien avant tout. Je voudrais parler d'une expérience qui est en plus toute récente. Il y a de l'actualité, puisqu'on a fait quelque chose hier, sur la question des territoires et de la relation entre les territoires. On est très impliqué dans une dynamique qui s'appelle les pôles territoriaux de coopération économique, qui est une dynamique de terrain qui a été mis par la suite dans la loi Hamon en 2014. Les pôles territoriaux de coopération économique, c'est une espèce de pôle de compétitivité, mais lié au développement endogène, au développement durable du territoire. C'est une volonté que les acteurs locaux se réapproprient les enjeux économiques et les mettre en place. Quand on a travaillé là-dessus il y a 15-18 ans, on s'est dit qu'il y avait plein d'expériences hyper intéressantes dans plein de territoires, et on a organisé des rencontres, des visites entre nous, entre les territoires. Moi, j'animais un groupe qui s'appelait le Renouveau Productif, et on essayait de travailler avec des gens qui travaillaient sur l'autonomie alimentaire, les relocalisations, les choses comme ça. Et on a vraiment créé même de l'amitié entre nous. Moi, quand je vais à Figeac, je dors jamais à l'hôtel. Je dors chez le directeur des fermes de Figeac, qui faisait partie de notre groupe, enfin, etc. Et là, j'ai beaucoup travaillé avec Bercy sur la relance des PTCE, puisqu'il y a eu... Vous pouvez dire pour nos auditeurs de PTCE. Oui, donc pôles territoriaux de coopération économique. Je vous remercie. Et du coup, avant cette relance qui a eu lieu il y a 2 ans, en l'absence de politique publique étatique pendant 10 ans, le nombre de PTCE est passé de 200 à une 50aine. Et je me suis aperçu que la quasi-totalité des territoires qui travaillaient entre territoires étaient présents 10 ans après, alors que les autres avaient disparu. Et moi, je crois que effectivement, le fait que
les territoires entre eux, à la fois se créent de la résilience en territoire, mais viennent travailler avec les autres, échangent, c'est vraiment un gage de réussite pour chacun. Et du coup, donc, c'est un événement, je suis content de vous le dire, on a créé hier un mouvement national des PTCE pour accélérer les coopérations interterritoires. Et je suis comme Pierre, je pense que forcément, on ne peut pas rester un village gaulois, qu'on a tout à gagner d'échanger avec les autres, et peut-être même, mais c'est une intuition, que la construction de l'économie, les échelles peuvent changer. Enfin, pour le dire autrement, je pense que quand nous, on travaille avec la vallée de la Drôme, on fait de l'interterritoire alimentaire, et l'échelle de kilomètres, c'est la bonne. C'est-à-dire une salade, elle est locale quand elle est à 20 bornes. Et quand on parle d'automobile, peut-être que l'échelle de référence, c'est l'Europe, ou en tout cas des pays de l'Europe. Donc voilà, moi je suis à la fois extrêmement attaché à ces questions de territoire, et j'ai une peur panique de penser qu'on resterait cloîtré dans un territoire, et il faut échanger. Oui, de l'entre-soi. Oui, Nadège Wattier, allez-y. Si je peux ajouter, effectivement, sur cet échange et ces expérimentations, ce qui était très intéressant, alors je rejoins sur la question du recrutement. Il n'y a pas que dans l'industrie, effectivement, qu'on peine à recruter. Malheureusement, je crois que c'est dans beaucoup de secteurs d'activité. Il faut quand même noter qu'il y a beaucoup d'entreprises industrielles qui ont fortement investi quand on parle de l'industrie du futur ou 4.0, parce que ce sont des programmes accompagnés et financés en partie par des aides, régions ou États. C'est une réalité. Il y a vraiment des entreprises qui ont engagé une totale révolution industrielle, numérique, digitale de leurs outils de production, et qui sont très attractives en termes de recrutement et de postes pour des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Donc ça, c'est une première chose importante. Deuxième chose importante, où les chefs d'entreprise s'interrogent tous, et on les côtoie au quotidien, c'est sur leur politique RSE, responsabilité sociale et environnementale, donc sur la question du sens qu'ils se donnent, eux, à leur mission d'entreprise, mais à leur mission sociale et sociétale. Et on voit bien qu'il y a un mouvement fort qui se passe. On a des entreprises qui ont engagé cette révolution et qui ont organisé eux-mêmes des journées portes ouvertes et de rencontres avec d'autres entreprises locales, justement pour échanger sur leur expérience. En plus de cela, ce qui est important aussi, et là notre collectivité a aussi son rôle à jouer avec ses partenaires, c'est la valorisation des métiers et des compétences auprès des publics scolaires. Là, je ne parle plus d'université, mais des collèges et des lycées sans doute. Et on essaie d'organiser, avec d'autres associations comme Entreprises et Découvertes, des visites d'entreprises, justement pour montrer ce que l'on fait, le produit, mais aussi comment on le réalise. Et ça, c'est un ensemble d'éléments, effectivement, qui emmènent l'industrie, puisqu'on parle d'industrie aujourd'hui, vers la modernisation. Je vous remercie. Pierre Welsch, je reviens, mais cette fois-ci à votre dernier ouvrage, L'économie désirable, sortir du monde thermofossile, donc publié au Seuil en 2021. Et dans ce titre, vous interrogez le fait de savoir si la dynamique d'une société hyper-industrielle est compatible avec l'urgence écologique, parce que c'est là où nous sommes, l'urgence écologique, ici et partout dans le monde. Qu'est-ce qui vous a emmené, enfin on voit bien ce qui vous a emmené sur ce sujet, Pierre Welsch, mais quelles sont les premières pistes que vous lancez à partir de cette question du rapport entre une société hyper-industrielle et son éventuelle compatibilité avec l'urgence écologique ? Pierre Welsch, vous nous entendez ? J'ai le sentiment que vous... Mais ce n'est pas grave, j'ai plein d'autres questions à poser à mes invités. C'est mieux là, ça va ? Ah oui, là c'est beaucoup mieux. Vous m'entendez ? C'est beaucoup mieux, c'est clair. Oui, je vous entends. Voilà, vous m'avez entendu ? Oui, je vous ai entendu. Ok, super. Non, je disais, c'est L'économie désirable, c'est pas mon dernier livre. J'en ai produit un autre depuis qui s'appelle Bifurcation. Mais vous n'arrêtez pas de publier, c'est fou. Aux éditions de l'Aube, qui est un peu plus court, un peu peut-être plus lisible. J'essaie de faire des choses lisibles, mais qui portent en gros quand même sur la même thématique. Moi, je crois qu'on n'a pas le choix, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'on rende. On peut pas. Il y a des gens qui pensent qu'on peut quitter l'industrie, quoi. Que au fond, on va revenir à de l'artisanat, on va revenir à du
localo-local, etc. Je n'y crois pas, c'est pas crédible. Rien que la transformation de notre système énergétique, hein, si on veut sortir du pétrole, tout simplement, si on veut avoir une énergie propre, eh ben ça se fait pas en claquant des doigts. On va être obligé de mettre en place des énergies renouvelables, et des énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, etc., la biomasse aussi, ce sont des grands projets, quoi. Il va falloir beaucoup d'investissements, ça va pas se faire comme ça de manière artisanale, hein, même si j'aime beaucoup l'artisanat. Donc on n'a pas le choix. Les utopies qui disent on pourrait se passer d'industrie, j'y crois pas. Par contre, l'industrie, je crois, va devoir changer très profondément. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la nouvelle industrie que nous devons créer, qui est un projet qui va être un peu une industrie artisanale, au sens où le disait Christophe à l'instant, hein, plus artisanale en tout cas. Il y aura encore des très grandes usines, mais ce sera en minorité. Des grandes plateformes où on va fabriquer des choses de base, mais pour l'essentiel, on va faire des unités plus petites, plus connectées au territoire. C'est un grand projet pour une génération de réinventer ça, et avec comme axe conducteur pas seulement la digitalisation, hein, dont on parle beaucoup, mais qui est jamais qu'un outil, mais une transformation profonde qui va permettre de produire avec de l'énergie propre. Ça, c'est déjà un grand changement. Et puis aussi, mais ça suffit pas, aussi de produire, de réfléchir sur les produits eux-mêmes. Hein, c'est là que je mets un bémol par rapport à, je trouve que ce qu'on raconte aujourd'hui sur l'usine verte, là, vous savez, c'est écrit en banderole sur Bercy, je suis passé l'autre jour. Il y a pas vrai, il me semble qu'on n'a pas de bonne définition aujourd'hui de ce que c'est qu'une usine verte. Bon, une usine verte, ça n'existe pas, c'est de l'industrie qui doit être verte. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est aussi ce qui est en amont, les composants qu'on achète, la façon dont on vend, c'est des chaînes de valeur qui doivent être rendues plus écologiques. Et puis deuxièmement, il faut réfléchir aux produits. C'est-à-dire que si on continue à faire les mêmes produits avec des outils, et de la même façon, je dirais, avec des outils, avec d'électricité ou des énergies vertes, on n'aura pas gagné grand-chose. À la caricature que c'est, vous savez, Biden, pour vanter le passage à la voiture électrique, il a conduit devant la presse un Hummer. Vous savez ce que c'est une espèce de tank. Hummer, ah oui, les énormes voitures américaines, là. Voilà, les énormes voitures. Hautes sur pattes avec des énormes roues. Aujourd'hui, on va faire des voitures qui vont être en gros les mêmes, mais en plus sophistiquées, avec beaucoup d'électronique, lourde, etc. On va les faire de manière plus propre. Et c'est pas ça, là. C'est pas ça on est bien d'accord. L'industrie verte, c'est repenser les produits. Oui, tout à fait. Là aussi, au niveau territorial, parce qu'on est connecté aux usages, on va pouvoir faire des choses nouvelles. Donc ça, c'est un grand sujet de réflexion. Ça, c'est un grand sujet. À mon avis, aujourd'hui, pas assez abordé, quoi. Et là, justement, non, on l'a pas assez abordé, on n'a pas pu tout aborder. Et justement, j'allais retourner cette question à Nadège Gauthier et Christophe Chevalier, parce que je crois savoir quand même que vous n'attendez pas toujours l'État pour prendre des initiatives ici. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc justement, sur cette question, cet immense chantier qui concerne la question de l'industrialisation, mais tous les champs réellement, l'agriculture, enfin tous les sujets en réalité, comment vous vous en saisissez ici avec le groupe Archer, avec Roman Valence, Roman Aglo? Comment vous prenez à bras le corps cette énorme chose dans laquelle nous sommes plongés collectivement? Il nous reste peu de temps, bien sûr, mais je vais vous le donner, 3 minutes à tous les deux. Oui, effectivement, c'est court parce que la question est extrêmement large. Pour répondre du point de vue de l'aglo, alors plusieurs champs de réponse, mais le premier, je l'ai un peu cité, c'est la stratégie foncière aussi. Ça, c'est un élément important du développement de notre collectivité, c'est qu'on souhaite limiter l'étalement urbain. Parce que qui dit étalement, dit transport, dit les mobilités. Effectivement, tout à l'heure, je ne l'ai pas beaucoup abordé.
on est dit sur construction, etc. Donc production. Donc effectivement, on souhaite limiter l'étalement. On souhaite aller vers des bâtiments aussi qui soient plus durables. Donc on travaille là-dessus avec les constructeurs. On densifie, donc ça veut dire aussi parfois sur étage. Donc c'est un aménagement du territoire déjà qui est différent et qui, je pense, participe effectivement à cette question de la transition écologique et climatique. Après, Merci. il y a d'autres sujets d'accompagnement, Bien sûr. mais c'est vrai qu'on va soutenir l'innovation autant qu'on le pourra, mais c'est complexe et on pourrait y passer beaucoup de temps. Je vous remercie Christophe Chevalier pour conclure là-dessus. Eh bien, peut-être dire qu'on oublie de le dire, la délocalisation, c'est pas simplement des pertes d'emplois pour nous, c'est d'installer des systèmes qui sont socialement terribles, écologiquement terribles dans ces pays. Et en fait, ça participe à une économie au service de l'économie. Et donc, quand on parle relocalisation, forcément, on se pose la question de la manière dont les nouvelles activités, polluent ou pas, sont socialement responsables, sont connectées au territoire pour finalement faire une économie au service des hommes. Écoutez, je vous remercie. Nous n'avons pas pu tout aborder, mais ce fut quand même très agréable. Je rappelle que ces enjeux ont été abordés un peu plus tôt dans l'après-midi avec Muriel Maillefer et mes collègues Florian Fompery et François de Guespiri. Je rappelle que tous les podcasts sont générés dès demain sur Radio Anthropocène. Et je vous remercie 1000 fois de nous avoir invités à Romans pour parler de la chaussure et manger une pogne en début de journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.